Bienvenue sur F1 ITV pour le débriefing de Grand Prix de Hongrie, le dernier avant la trêve estivale. Bienvenue, mais ça tombe bien parce qu'on ne s'est pas ennuyé sur le tourniquet du Hungaroring qui pourtant n'avait pas la réputation d'être le plus passionnant des circuits. Et bien là, on nous a bien trompé sur la marchandise. Oui, alors, c'est pas la chance, hein, bien sûr, qui explique le succès de Max Verstappen, j'ai envie de dire le triomphe de Verstappen et de Red Bull Racing. C'est effectivement cette audace extraordinaire, à la fois du pilote néerlandais. On connaît évidemment son talent, sa maîtrise, son car control, même s'il nous a fait un joli 360, mais ça ne l'a pas perturbé outre mesure. Et puis surtout sur le muret chez Red Bull Racing, les bonnes décisions au bon moment, la prise de risque, parce que là aussi, c'est là que l'audace rentre en ligne de compte, pour mettre la pression sur les adversaires, parce que chez Red Bull, ils partaient sous le pied gauche après les ennuis rencontrés aux qualifications. Verstappen seulement 10e, Perez 11e au départ. Et puis, voilà, ils ont tout de suite réussi à imposer un rythme, même si ça se bagarrait devant entre la Mercedes de George Russell et les Ferrari. Très vite, Verstappen s'est frayé un chemin dans le top 10. Et on a vu que c'est là que, voilà, chez Red Bull, ils ont pris la décision d'anticiper un peu le premier pit stop, donc de mettre la pression. Ferrari a réagi, Leclerc s'est retrouvé en pneus durs parce que forcément, on ne pouvait pas mettre des tendres ou des médiums jusqu'à la fin. Idem avec Lewis Hamilton qui était pourtant bien revenu. Là aussi, c'est encore Red Bull qui réussit l'undercut parce que finalement, c'est dans les stands que Max a dépassé Lewis Hamilton, son vieil ami. Alors voilà, c'est assez impressionnant parce que c'est aussi ce pilotage agressif, cette stratégie opportuniste, c'est un tout, avec également chez Red Bull pas l'ombre d'une hésitation entre Max Verstappen et Sergio Pérez. On a vu que, même s'ils étaient en stratégie légèrement décalée, le Mexicain a très bien compris les règles du jeu dorénavant et il s'est écarté sans faire perdre de temps à son leader. Ce qui n'est pas toujours le cas ailleurs. On l'a vu même, surtout chez Ferrari, bien sûr, où il y a toujours cette valse hésitation par rapport à Carlos Sainz sur Charles Leclerc, et puis même chez Mercedes entre George Russell et Lewis Hamilton, parce que Russell avait cru prendre un peu l'ascendant avec cette magnifique pole position, parce qu'il est allé la chercher quand même, mais on a vu en course que Lewis Hamilton avait plus que des beaux restes pour résister. Alors chez Ferrari, évidemment, c'est la soupe à la grimace parce qu'on se perd vraiment en explications. Mattia Binotto essaie de garder, comment dirais-je, de sauver la face, de faire bonne figure en expliquant que, ok, la voiture ne se comportait pas aussi bien qu'escompté, que les différences de température entre les essais libres du vendredi et la course le dimanche, eh bien, on fait que le comportement de la voiture n'était plus du tout le même en fonction des types de pneus. La vérité, quand même, c'est que mettre Charles Leclerc en gomme dure, ça a vraiment été suicidaire pour le pilote monégasque qui termine 6e alors qu'il jouait les premières positions, si pas la victoire. Donc Charles, lui, est complètement découragé, complètement perdu parce qu'il ne comprend vraiment pas ce qui est arrivé. Donc le débriefing risque d'être chaud chez Ferrari. Ce n'est pas la première fois. Donc il y a une remise en question à faire, mais on sent que Binotto veut couvrir ses hommes, veut couvrir ses arrières. Alors on peut se demander, évidemment, et c'est un peu tard dans la saison pour prendre des décisions radicales sur le plan notamment des stratèges et de qui fait quoi. Ils ont déjà peut-être perdu finalement vendredi, parce que alors que vendredi ils avaient le rythme et ils dominaient, leur sélection de pneumatiques finalement ne s'est pas avérée très judicieuse pour la course dimanche, puisque les gommes dures, c'était pas du tout ce qu'il fallait mettre. Il fallait se garder des trains de médium
9 si possible, et encore 1 ou 2 trains de pneus tendres. On voit, c'est ce qui a été fait chez Red Bull ou chez Mercedes. Et là, ils se sont mélangés les pinceaux et ils se sont retrouvés dans une impasse. Aux grandes dames de Leclerc, qui lui n'a rien à se reprocher. Il a fait le job quand il fallait. Il a réussi un dépassement d'anthologie sur George Russell. Il a parfois, alors on a toujours effectivement, on l'a évoqué déjà, entre Carlos Sainz et Charles Leclerc. Chez Ferrari, il n'y a toujours pas clairement de consigne d'équipe. Mattia Binotto ne veut pas en donner, en tout cas jusqu'à ce stade-ci. Mais du coup, Charles a peut-être perdu quand même quelques secondes, quelques grosses poignées de dixièmes au moment où Carlos Sainz le précédait. Alors ça n'a pas changé le cours des choses, mais enfin le résultat quand même, c'est Leclerc qui termine dernier du groupe des top teams. On comprend qu'il est les boules parce que ce relais en pneus blancs, en gomme dure, a vraiment été un calvaire pour lui. Alors que chez Mercedes, Toto Wolff, lui, il a retrouvé le sourire. En tout cas, il faisait grise mine, hein, c'est le cas de le dire, vendredi, parce que les Mercedes étaient complètement à la rue, dans la chaleur et avec des évolutions qui ne marchaient pas comme sur le simulateur. Et puis ils ont bossé. On a vu ce que ça a donné samedi avec cette qualif exceptionnelle et cette pole de George Russell. Malheureusement, Hamilton n'a pas pu se mêler à la lutte puisque son DRS l'a lâché au plus mauvais moment. Mais bon, les flèches d'argent sont revenues dans le parcours, ça c'est indubitable. Elles ne sont plus en train de sautiller comme en début de saison. Donc il semblerait qu'ils aient mis le doigt, on espère qu'ils ont mis le doigt sur leurs problèmes, même si eux-mêmes n'expliquaient pas tout à fait le revirement de situation entre vendredi et samedi. Ce qu'on a vu en course, c'est que le rythme de course était très très bon, même si Russell a finalement dû baisser pavillon après avoir mené 30 tours, hein, ce qui était quand même une belle perf pour le jeune Britannique qui doit peut-être encore prendre un peu de bouteille, parce qu'on a vu en course que Lewis Hamilton a retrouvé toute sa hargne et toute sa pugnacité quand il sent la victoire à sa portée, ou en tout cas le podium ou un beau résultat. Le podium, c'est la deuxième fois de suite que les deux pilotes Mercedes montent dessus, donc on peut considérer que les progrès sont évidents et qu'à partir de la rentrée en Belgique dans 2 semaines, on pourrait retrouver Mercedes dans le match avec Red Bull et Ferrari, ce qui peut nous valoir une fin de saison absolument formidable, même si évidemment Verstappen a une avance telle qu'on le voit mal être inquiété pour un deuxième titre mondial consécutif. Alors match nul, façon de parler, disons que McLaren et Alpine se sont neutralisés dans leur lutte pour la 4e place au championnat des constructeurs, puisque la belle course de Lando Norris avec une 7e place, le seul dans le même tour que les voitures des top teams, n'a rapporté que finalement le même nombre de points que les places d'honneur juste derrière de Fernando Alonso et Esteban Ocon. Donc match nul entre McLaren et Alpine, certes, même si Alpine n'a peut-être pas été très, très judicieux sur ce coup-là, notamment en adoptant la stratégie en priori à un seul arrêt avec le passage en pneus durs. On a vu ce que ça a donné quelque part. Bon, chez Ferrari, malgré le fait que les Alpines n'avançaient pas, et il y avait aussi la Haas de Kevin Magnussen qui était en pneus durs et qui faisait la course en marche arrière. Malgré ça, chez Ferrari, ils ont insisté, alors qu'en laissant Leclerc en gomme médium le plus longtemps possible et puis en lui faisant faire un dernier relais en gomme tendre, il aurait sans doute fait mieux et peut-être sauvé un podium pour la Scuderia. Bref, mais revenons à McLaren et Alpine, parce que, alors évidemment, c'est un peu un match déséquilibré, parce que chez McLaren, c'est presque devenu un one-car team, comme on dit, puisque Norris porte un peu seul sur ses épaules cette lutte quand même assez intense entre les deux équipes. Alors que parce que Daniel Ricciardo, malheureusement, est encore un peu passé à côté de son sujet, même si en qualif, il a fait plus ou moins illusion, mais en course, on a vu qu'il était de nouveau nulle part. À l'inverse, chez Alpine, on peut compter sur 2 pilotes solides, mais là, il commence à y avoir un peu de tension entre eux, parce que on ne joue pas toujours
le jeu de l'équipe, on sent qu'Esteban Ocon a voulu tirer un peu la couverture à lui ici sur ce circuit qui lui avait tellement bien réussi l'année dernière. Mais souvenez-vous, l'année dernière, son équipier, Fernando Alonso, avait vraiment joué le jeu, notamment en retardant Lewis Hamilton pendant une dizaine de tours, ce qui a permis à Ocon de décrocher sa première victoire enfin. Là, aujourd'hui, on a vu que Ocon, non content d'avoir tassé un peu son équipier le long du mur des stands au départ, ce qui ne lui a pas plu, il y a eu encore par la suite des passes d'armes entre eux, où on ne peut pas dire que Esteban ait été le meilleur des team players, comme on dit, et je pense qu'Alonso va lui faire sentir. Donc il faudra toute la diplomatie d'Otmar Szafnauer pour arrondir les angles entre les deux hommes, mais il va sans doute être un peu plus autoritaire par rapport au comportement de son équipier ou aux règles à tenir. Parce qu'on a vu que quand même l'expérience et les pilotes qui ont ce palmarès qui leur confère un peu d'autorité, on a vu dans cette course difficile à gérer que d'un côté Verstappen sur Perez, il n'y a pas photo, que Lewis Hamilton par rapport à George Russell, mais quand même, Hamilton n'est pas 7 fois champion du monde pour rien. Et puis, chez McLaren, Norris a pris l'ascendant sur Ricciardo, ça, on est bien d'accord. Mais Alonso vis-à-vis d'Esteban Ocon aussi, voilà, Alonso, il passe jamais à côté, il n'a jamais un jour sans, il n'a jamais un moment d'égarement. Il ne fait pas de faute, quoi. Alors Esteban non plus, il est très solide, mais il faudrait peut-être se trouver une meilleure entente, en tout cas pour éviter à l'avenir de se marcher sur les pieds, parce qu'ils vont avoir besoin des deux voitures pour venir à bout de McLaren dans la seconde moitié du championnat, qui nous attend, qui nous tend les bras, avec 4 semaines de break quand même, de vacances bienvenues. Ce sera donc à Spa-Francorchamps, le plus beau circuit du monde, la prochaine fois, en espérant évidemment que ce ne soit pas pour la dernière fois. Et puis d'ici là, tout au long du mois d'août, restez bien connectés sur F1i parce qu'on sera toujours aussi actifs. On va suivre les autres championnats, l'IndyCar, la Formule I, et certainement aussi faire le bilan à mi-saison de ce championnat de F1, écurie par écurie, qu'on a l'habitude de le faire. On se retrouvera aussi pour un programme magazine sur F1i TV. Donc, restez branchés et bonnes vacances.